Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors nous allons poursuivre notre chemin en compagnie du ternaire, de la trifonctionnalité et de la tripartition. L'idée, c'est de faire un tout petit résumé comme ça et vous redire que nous sommes partis de l'ordre social avec Georges Dumézil, puisque nous sommes passés à l'ordre du discours et puis enfin pour arriver à l'ordre des choses. Effectivement, on a vu qu'avec ces intitulés, qu'avec chaque intitulé, on peut aussi redéployer en ternaire. On peut analyser, spéculer en ternaire ce concernant l'ordre des choses, intitulé sur lequel on travaille depuis quelques interventions. On peut les déployer sous cette forme, avec la volonté de puissance, la volonté du sujet, et la volonté collective, ou le sujet de la volonté collective. Dans la précédente intervention, on a parlé de la norme. Et cette norme, effectivement, concerne plutôt, je dirais, participe plutôt de la volonté collective, puisque on a vu que c'était quand même en lien direct avec des groupes humains, en lien direct avec des communautés, en lien direct, voire avec des nations, en fait, la norme et la normalité. Donc, de quelle manière, entre semblables, nous allons nous reconnaître et faire cause commune. Donc, ok, là, la norme participe plutôt, je répète, de la volonté collective. Comme vous le voyez sur le papier numérique, un nouveau concept est apparu, et ce concept, n'est autre que le programme. Alors le programme, pour le coup, serait plutôt une interface, en fait, entre la volonté de puissance et la volonté du sujet. On va travailler dessus avec trois auteurs, des auteurs qui sont moins célèbres que Lacan, Foucault ou Bourdieu, mais qui ont leur place en tout cas dans l'histoire contemporaine, au sein de l'histoire contemporaine, et ce, pour leurs hypothèses, pour leurs découvertes, pour leurs travaux finalement. Et ces trois auteurs se nomment Wilhelm Flusser, Carlo Ginzburg et Jean-Loïc Lequelec. Alors on va travailler avec ces trois auteurs et notamment en compagnie de livres. Alors pour Wilhelm Flusser, ça va être la post-histoire. Pour Carlo Ginzburg, ça va être un article en fait qui s'intitule Traces, signes, indices. Et pour Jean-Loïc Lequelec, ça va être un livre qui s'appelle Avons-nous le déluge. Alors à partir de ces auteurs, effectivement, on va observer finalement des hypothèses de leur part, et notamment avec Wilhelm Flusser, c'est l'hypothèse, alors c'est lui qui m'a inspiré finalement le mot programme, c'est une hypothèse sur le programme et le fait que aujourd'hui nous soyons, ou nous sommes plutôt, nous sommes tous et toutes programmés. Alors c'est quelque chose d'assez curieux, et d'assez troublant finalement, c'est-à-dire que nous serions des hommes et des femmes machines quelque part. Donc c'est une affirmation quand même de la part de Wilhelm Flusser au sein de son livre Post-Histoire. Alors effectivement, Wilhelm Flusser inscrit la post-histoire après l'histoire, et l'histoire s'inscrit après la préhistoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Wilhelm Flusser finalement constate, et ça pour le coup de manière très générale, qu'il y a eu une préhistoire, et on peut dire que l'histoire est apparue là pour le coup avec la naissance de l'écriture. Alors pourquoi? À un moment donné, effectivement, les archives qui se réfèrent
à des traces écrites. Alors là, ce ne sont pas les archives archéologiques, en fait, mais les archives qui se référaient à des traces écrites, qui se référaient finalement à une pensée qui se développe au sein d'un écrit. Eh bien là, c'est à partir de ce moment-là que l'on peut faire histoire, en fait. Donc, l'histoire, quelque part, remonte à la Mésopotamie. Histoire ici de la pensée. Et effectivement, avant, eh bien, on pourrait dire que c'est la préhistoire, en fait. Alors effectivement, quand je vous dis ça, ça dépend des points de vue. Et là, on va l'entendre de cette manière-là. Ce pour, effectivement, arriver eh bien, à la post-histoire, c'est-à-dire à une évolution historique et à une fin de l'histoire. Une fin de l'histoire qui aurait eu lieu, justement, avec la Révolution américaine ou la Révolution française, notamment. Et donc, il y aurait eu un basculement, une fin de l'histoire, et nous serions, eh bien, depuis le 19e siècle, depuis en gros 200 ans, nous serions plongés au sein de la post-histoire. Alors, ce que William Flusser nous annonce quand même, c'est assez troublant, puisque il nous dit qu'effectivement, je le répète, que nous sommes programmés. Alors ici, deux auteurs. On va reprendre Lacan. C'est-à-dire que la dernière fois, je vous ai parlé, eh bien, du savoir et le fait que Lacan affirmait que c'était le savoir qui aujourd'hui nous dominait. Alors le savoir et surtout les sciences. Et donc pour lui, il y avait effectivement, si je répartis ça sur ma petite grille, l'histoire de l'esclave, celle du maître et celle du savoir. Alors, moi que j'essaie d'incarner, effectivement, avec des médiateurs. Donc pour moi, c'est esclave, maître, médiateur, mais pour Lacan, c'est esclave, maître, savoir, en fait. Donc la science. Et il nous disait, ce en compagnie de Hegel, eh bien, que le maître, finalement, avait été débordé par le savoir. Et que, finalement, eh bien, les décisions, le pouvoir décisionnaire, était plutôt du côté de la science et du savoir, désormais. Eh bien, William Flusser nous dit la même chose, en fait, avec la post-histoire. Il nous dit eh bien, que les décisions, finalement, sont celles, alors, de la science. Je dirais que William Flusser, au sein de son livre, s'intéresse beaucoup, je dirais, aux pratiques, à la fois aux pratiques médicales, aux évolutions pharmaceutiques. Il s'intéresse quand même pas mal à la technique, en fait. Il s'intéresse aussi à la mode, donc au vestimentaire. Et donc, chez Flusser, il y a un constat, eh bien, le fait que, eh bien, il y ait des techniques, des évolutions techniques, mais ces évolutions techniques sont autant, eh bien, lié et en rapport à un environnement technique, ce qui est le cas là en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a une caméra, cette caméra fait une prise de son, il y a un tableau en plastique, il y a effectivement des feutres, tout ça, nous parvient, est produit par des entreprises ou une industrie. Donc William Flusser nous parle finalement de l'ère industrielle, de l'avènement de l'ère industrielle, et le fait que cette ère industrielle produise un programme, en fait. Alors à la fois avec un environnement technique, mais c'est aussi un programme qui serait de l'ordre, alors je vais le dire comme ça, de l'ordre d'une administration. Quand on parle d'administration, on parle aussi d'administrer, d'administrer des sujets, en fait. Ok, donc Flusser, vous voyez, effectivement, il est quand même plus ou moins d'accord, on va dire, avec Jacques Lacan, puisqu'il est postérieur à Jacques Lacan, on peut imaginer qu'il a un peu lu Lacan, mais sous cet angle, en fait, qui se référait plutôt à des techniques de pensée, en fait. Et il colle finalement à cet autre avènement. Il la colle, si vous voulez, il le compare, si vous voulez, à cet autre événement qui est l'ère numérique. Donc,
qui se référerait à la programmation. Alors, qu'est-ce que nous dit Flusser? Je vais vous lire un passage de Flusser, et là vous allez bien comprendre finalement dans quelle situation nous sommes d'après lui. Toujours ce en relation avec ce concept, le programme. Ok. Alors, je vous lis un petit passage. Même les programmeurs sont souvent programmés à leur tour par des appareils. Ils peuvent toujours penser garder encore leur vertu de décision, mais ils ont été précisément programmés pour le penser. Vous voyez, c'est complètement infernal en fait. Ce sont des fonctionnaires des appareils, dont la spécialité est de penser qu'ils décident. La culture critique, alors on pourrait dire, la culture critique c'est écrit en allemand, là on pourrait dire le sens critique, tout simplement, mais la culture critique est naïve, elle est victime de la même méprise. Quand un militant de la culture critique s'attache à analyser le fonctionnaire des décisions, au lieu d'analyser le programme automatique en fonction duquel les décisions ont été prises, il devient lui-même fonctionnaire de ce programme. Toutefois, dans une autre compétence. Et si nous continuons à penser politiquement, comme le fait le militant de la culture critique, nous devenons tous des fonctionnaires. Et c'en sera fini de la liberté. Alors ici, il y a plusieurs choses. Le fait est que même les programmeurs, auprès desquels on se plaint constamment, les programmeurs qui seraient nos élus politiques finalement, même eux sont programmés, en fait. Ils participent comme ça d'une structure, et finalement, ils pensent comme la structure leur dit de penser. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'infernal. On pourrait même ici penser à Matrix, vous voyez. Et les militants, les militants de la culture, les critiques finalement, lorsqu'ils critiquent, finalement ces programmeurs sont eux-mêmes programmés, vous voyez. Alors, ils critiquent finalement les contenus, et c'est ce qu'on voit sur tous les médias. Ils ne vont pas critiquer la structure, ils vont souvent s'adresser aux élus pour critiquer les contenus d'un propos. Alors, propos que l'on considère comme bon ou mauvais, comme vrai ou faux, etc., etc. Dans une espèce de petite dialectique, se rapportant à des contenus, mais pas, finalement, ne critique pas la structure elle-même, qui, apparemment, nous conditionne. Et effectivement, pour Flusser, nous sommes tous devenus des fonctionnaires. Alors, des fonctionnaires au sens où nous sommes tous devenus aussi des fonctions. Et le troisième temps ici, c'est que nous devenons tous des fonctionnaires et c'en sera fini de la liberté. Alors, c'en sera en futur. Donc, on peut imaginer que Flusser a encore quelques espoirs concernant, dire comme ça, concernant la volonté du sujet, puisque c'est de ça dont il parle, finalement. Cette liberté se rapporte aussi à la volonté du sujet. Et le fait que nous soyons toutes et tous programmés, et non seulement les programmeurs sont programmés, si vous voulez, participent d'une structure globale, en fait. Leur structure globale, évidemment, qu'on peut appeler le néolibéralisme, aujourd'hui, depuis, on va dire, les années 70, en fait. Et donc, de quelle manière on peut s'en sortir? Alors, pour reprendre Gerasim Luka, qui est un poète, pour prendre cette phrase, comment on peut s'en sortir? Ce programme, il me semble qu'il ne date pas juste du 19e siècle. Alors, ici, c'est intéressant, parce qu'il y a Lacan, mais il y a encore aussi Hegel, puisque Hegel est connu pour être le philosophe de la fin de l'histoire. Hegel qui est à cheval justement entre le 18e et le 19e siècle. Et Hegel nous dit que finalement il y a ce produit, sous ses yeux d'ailleurs, ce produit, la fin de l'histoire. Alors, de quelle histoire de quelle histoire? Pour lui, c'est clairement l'histoire de la chrétienté. Alors pour ça, je vais prendre une petite phrase qui se réfère à la mort de l'art, là aussi, fin de l'histoire, mort de l'art.
Alors qui chez Hegel est un petit peu plus subtil, hein. Je pense que Hegel parle de la dissolution de l'art au sein de toute la société finalement, hein, cet art qui ne serait plus réservé spécifiquement à l'aristocratie, mais cet art aussi euh, qui finalement n'impose plus une domination passant par le divin. Alors ici, je vais vous citer l'exemple d'Hegel pour que vous compreniez. C'est-à-dire que Hegel nous dit que lorsque nous entrons dans une église, il faut toujours resituer que Hegel c'est à cheval entre le 18e et le 19e siècle, lorsque nous entrons dans une église, eh bien nous ne plions plus les genoux. Hein. Alors à la limite on fait un signe de croix, mais c'est surtout aujourd'hui les églises, eh bien des lieux touristiques. On va voir finalement des lieux culturels, si vous voulez. C'est pour le coup bien le cas. Hein. Et donc Hegel nous dit que quand on entend mort de l'art ou fin de l'histoire, c'est que bien ces symboles, ces architectures, cette idéologie accompagnant cette architecture, eh bien là il y a une fin. Hein, c'est la fin de la chrétienté puisque nous n'y sommes plus soumis. Hein. Le Dieu chrétien ne nous domine plus. Hein. Et ce, à partir effectivement de la Révolution française et avec finalement tous ces effets. Hein. Donc, vous voyez, il y a à la fois Hegel qui déjà suppose finalement une fin de l'histoire. Alors, il ne va pas jusqu'à imaginer la post-histoire, hein, comme Flusser. Alors, Flusser qui est du XXe siècle finalement, il ne va pas imaginer que eh bien, c'est les sciences et le savoir hein, qui finalement dominent aujourd'hui, comme Lacan. Mais il nous parle quand même de la fin de l'histoire. Alors, ce qui est curieux ici, notamment avec Flusser, hein, lorsqu'il dit que nous sommes devenus tous et toutes des fonctionnaires, eh bien, c'est quand même la position de Hegel par rapport à l'invention de l'État. C'est-à-dire que Hegel, effectivement, à l'espoir finalement que les fonctionnaires, alors ce qu'on appelle aujourd'hui les technocrates comme ça, hein, mais à l'espoir que les fonctionnaires, eh bien s'élèvent en fait je dirais, jusqu'aux sphères, hein, jusqu'aux sphères, jusqu'aux plus hautes sphères de la réflexion, jusqu'aux plus hautes sphères de la philosophie platonicienne en fait, hein, puisque les fonctionnaires seraient eh bien, ces philosophes qui gouvernent, en fait, vous voyez, chez Hegel, dans la formation de l'État moderne. Toutefois, apparemment, eh ben, c'est pas tout à fait le cas. Donc, vous voyez, au sein de cette histoire, en fait, au sein de la fin de l'histoire que nous propose Hegel, eh bien, il y a une articulation, déjà, avec le fonctionnaire. Ou avec la fonction, si vous voulez. Et William Flusser nous dit, finalement, nous sommes tous devenus des fonctions, que nous sommes tous devenus des fonctionnaires et que nous participions tous d'un programme, en fait. Et que, évidemment, nous ne sommes plus libres, hein, nous sommes contraints, hein, il n'y a plus de volonté du sujet, pour le coup. Toutefois, ce qui est curieux aussi, eh bien, c'est que nous avons lutté, justement, au sein de cette histoire, hein, on va dire des premiers pictogrammes, hein, en tant qu'archive, hein, pour faire histoire, pour raconter des récits, etc. Nous avons lutté hein, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'humanité a lutté pour accéder eh bien, à la liberté, pour accéder finalement à la volonté du sujet, hein, à la libre pensée, hein, à la liberté de conscience. Alors sachant que quand je dis liberté de conscience, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire finalement. Hein. Nous avons lutté, et tout à coup, Flusser nous dit, on lutte, mais en fait, paf, on retourne dans un système, on retourne finalement dans un système assez élaboré, hein, qui serait lié eh bien, à la formation de l'État, hein, à l'administration, au fonctionnariat, hein, et qui fait que nous sommes toutes et tous programmés par un appareil, hein, mais un appareil, alors là je vais employer un terme de Louis Althusser, hein, par un appareil d'État, en fait. Donc, il y a l'appareil d'État, hein, il y a les programmeurs qui sont déjà programmés par l'appareil, et puis les programmeurs qui programment les programmés que nous sommes. Donc,
les esclaves, finalement, mais qui programment aussi. Alors, comme ils sont déjà programmés, ces programmeurs, en tant que maîtres, sont déjà programmés, si vous voulez. Hein. Voilà, alors ça, c'est la thèse de Flusser, concernant, alors pour le coup, ce terme, le programme. Mais on a vu, eh bien, qu'avec Lacan aussi, il y avait eu un basculement. Hein. Et cette lutte pour accéder à la liberté, finalement, a priori, eh bien, elle n'a pas eu lieu. Hein. Ou, du moins, un certain nombre d'entre nous entrent en résistance, en fait, pour qu'elle survive au sein bien d'une histoire. Hein. Cette histoire que j'essaie de vous raconter, d'ailleurs. Toutefois, bon, apparemment, c'est difficile, hein, c'est pas simple hein, d'accéder comme ça à la volonté du sujet avec toutes ces contraintes. Hein. Alors ici, je vais faire une petite parenthèse avant de partir sur Carlo Ginzburg avec son texte Trace, signe, indice. Ok. Je vais revenir sur la volonté de puissance. Alors, c'est une petite parenthèse comme ça pour quand même énoncer le fait que la volonté de puissance a une histoire, il y aurait comme une histoire philosophique linéaire. Je vous ai dit qu'elle était inspirée de Schopenhauer et du vouloir vivre de Schopenhauer. Mais on peut remonter aussi jusqu'au conatus de Spinoza, le conatus de Spinoza, donc l'effort de persévérer dans son être, en fait. Mais, comme je vous l'ai dit, bien postérieurement, on peut dire qu'à la volonté de puissance se trouve aussi l'inconscient, la découverte de l'inconscient par Freud. Mais aussi, on peut aller encore plus loin et dire bien qu'il y a aussi l'élan vital de Bergson, de Henri Bergson. Alors, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un horizon comme ça, avec différents concepts, qui, eh bien, ont quand même des relations malgré leur singularité. Hein, sachant que ces concepts ont été développés à chaque fois à une époque précise, avec des auteurs spécifiques. Hein. Donc Spinoza, le conatus, Schopenhauer, le vouloir vivre, Nietzsche, la volonté de puissance, l'inconscient, Freud, et l'élan vital, Bergson. Toutefois, si vous voulez, sur cette chaîne de concepts, hein, chronologique aussi, il me semble qu'il y a bien énormément de points communs. Et on pourrait les synthétiser, et dire bien que ça correspond quand même plutôt à l'ordre ou à un autre type d'ordre qui se référerait à l'énergie, à la matière et au vivant. Hein. Alors le dire, et puis dire qu'il y a comme ça une linéarité, mais dire aussi bien qu'il y a une verticalité. Et là, on peut prendre l'exemple de Freud avec l'inconscient. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, l'inconscient, lorsque Freud expose ses premiers travaux, il nous dit que l'inconscient, c'est le ça, en fait. C'est dit A, c'est le ça. C'est la chose, finalement. C'est un ça qui pense. Alors ici, je rappelle la phrase. C'est une phrase extrêmement importante pour comprendre en fait la filiation entre Nietzsche et Freud finalement. Nietzsche nous dit « La pensée se présente quand elle veut et non pas quand je veux ». Oui, alors ça c'est intéressant parce que ça a été vérifié et on va en parler tout de suite après. Donc je reprends sur le ça, donc l'inconscient freudien, mais le ça il est articulé effectivement concernant les premiers travaux de Freud. Il est articulé au moi idéal, il est articulé au narcissisme finalement, et il est articulé à l'idéal du moi qui deviendra le surmoi plus tard. Et le moi idéal, bien qui est simplement le moi. Donc effectivement, là, le moi aurait quelque chose à voir sans doute avec la position du maître et la volonté du sujet. Donc là, c'est toujours pour faire des espèces de petits produits comme ça. Et donc, vous avez le ça, toujours dans cette idée de verticalité. Le ça,
l'idéal du moi et le moi idéal, se référant plutôt au narcissisme en fait. Et d'ailleurs, on le verra plus tard. Alors petit à petit, j'introduis le graphe du désir de Lacan, on le verra plus tard, justement, avec le graphe du désir de Lacan. Mais ici, la priorité, c'est de vous faire comprendre qu'en fait, il y a effectivement des horizons avec des concepts, et puis il y a aussi des verticalités, et il y a un nouage à chaque fois. Il y a un nouage, par exemple, entre le ça, le moi idéal, l'idéal du moi, et il y a à la fois une verticalité et une horizontalité concernant, on pourrait dire l'évolution des concepts, ou concernant même la nature, on pourrait le dire comme ça, la nature des concepts, se déployant finalement au sein d'une histoire. Ok, alors si je vous dis ça, effectivement, c'est pour revenir justement à cette phrase de Nietzsche, qui n'est autre que la pensée se présente quand elle veut et non pas quand je veux. Effectivement, c'est une relation directe avec l'inconscient, si vous voulez. C'est-à-dire que, effectivement, c'est pas ce jeu, ce moi, la volonté du sujet qui va décider, comme ça, de maîtriser, contrôler les productions de la pensée. Alors, ici, évidemment, je vous embarque un petit peu ailleurs concernant, justement, les productions de la pensée qui apparaissent quand elles le veulent, ces productions, vous voyez. Alors, elles correspondraient à quoi? On a parlé du ça, l'idéal du moi idéal. Elles correspondraient, selon nos neuroscientifiques, elles correspondraient effectivement à la fois à la mémoire sémantique, donc on pourrait appeler la mémoire analytique, ce que j'essaie de faire durant ces interventions, finalement de rapatrier cette mémoire analytique, et puis elle correspondrait aussi à la mémoire épisodique, et puis à une troisième mémoire là qui correspond plutôt non pas aux neurosciences mais à Freud. Et ça concerne un certain type de mémoire, donc la mémoire qui surgirait de l'inconscient. Et pour ça, il y a une très belle phrase de Lacan. Jacques Lacan nous dit que l'inconscient, c'est la mémoire de l'oubli. Donc je répète cette phrase, très belle phrase, l'inconscient, c'est la mémoire de l'oubli. Il y a également aussi des réminiscences, et des réminiscences sous la forme du rêve. Alors ici, il y a évidemment le grand livre de Freud qui s'intitule « L'interprétation des rêves ». Et Freud, que découvre Freud? C'est que le rêve serait, alors de manière très générale évidemment, mais serait de l'ordre de désirs refoulés qui apparaissent sous la forme d'énigmes en fait, qui apparaissent sous la forme d'un jeu de pistes. Mais ce qu'on peut constater, effectivement, au sein des mécanismes des développements, c'est que ces représentations, finalement, ou ces concepts, représentations, concepts, se déploient de manière fragmentaire au sein des mémoires sémantiques, mémoires épisodiques et rêves. Qu'est-ce qu'on constate, par exemple, avec le rêve? Le rêve, finalement, on se dit, mais on est dans une salle de cinéma, lorsqu'on rêve. C'est-à-dire que, déjà, ça passe du coq à l'âne, mais ça fait sens, vous voyez? Enfin, du moins, au sein du rêve. Et c'est une espèce de montage d'images qui se succèdent, en fait. C'est la raison pour laquelle je dis que ça passe comme ça d'une situation à une autre, sans que ça ait vraiment, si vous voulez, après remémoration du sens, mais qui sur le moment du rêve, fait sens. C'est un peu comme comme au cinéma finalement. Et le cinéma d'ailleurs, c'est une boîte à rêves, si vous voulez. Et effectivement, si on pense au montage, au cadrage et au montage. La mémoire épisodique, c'est quoi pour les neuroscientifiques? La mémoire épisodique se réfère aux souvenirs. Alors, des souvenirs passés et lointains que nous allons reconstituer, des souvenirs d'il y a 15 ans, d'il y a 30 ans,
ou des souvenirs de la journée d'avant, si vous voulez. Hein. Ça, c'est la mémoire épisodique. Et puis, la mémoire sémantique, se réfère à l'analyse, hein, et se réfère aux connaissances, hein, à l'accumulation de connaissances et à la manière dont nous allons produire un savoir, c'est-à-dire à la manière dont nous allons articuler ces connaissances entre elles, en fait. Donc, vous voyez, on a différentes manière d'appréhender en fait à la fois les pensées, mais aussi les images, mais aussi les concepts, vous voyez. Et on se rappelle de Nietzsche, ces pensées apparaissent quand elles le veulent. Hein. Ces images, ces représentations apparaissent quand elles le veulent. D'ailleurs, nos neuroscientifiques ont fait des expériences et nous disent, que le niveau de concentration concernant la mémoire analytique est souvent pollué à un moment ou à un autre par la mémoire épisodique, si vous voulez. Ok. Donc, on a cet état de choses, en fait, qui se référait, là où je veux en venir, en fait, à des fragmentations, hein, à des pensées fragmentées, en fait. Hein. Donc ça, c'est important, puisque, qui dit pensée fragmentée, dit aussi, petit bloc, suite de petits blocs dans l'espace. Hein, si vous voulez, on peut penser à un moment donné, se rappeler, comme je vous dis à l'instant, de la phrase de Nietzsche, mais hop, tout à coup, peut arriver une pensée qui se référait à une image d'enfance, hein, et qui viendrait polluer comme ça cette mémoire sémantique, en fait. Hein. Ok, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, effectivement, je me répète, quelque chose qui se référerait aux fragments et à la segmentation. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est pour Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg qui nous parle de la trace, du signe et de l'indice, en fait. Hein. Et Carlo Ginzburg qui va plutôt faire une hypothèse. Cette hypothèse qui, pour moi, alors là c'est moi qui me positionne, se réfère aussi à un programme, en fait. Mais là, ce n'est pas finalement un programme qui se référerait comme Flusser, comme Wilhelm Flusser, à un appareil d'État, mais qui serait plutôt un programme, en fait, qui se référerait à la naissance du langage, en fait. Ou du moins programme, on pourrait parler de conditionnement par le langage. Comme nous le dit Lacan, nous sommes colonisés par le langage, à un moment ou à un autre. Toutefois, là, c'est pas encore cette question, mais nous pouvons entendre le fait que lorsque nous sommes colonisés par le langage, nous sommes quelque peu, malgré tout, programmés, si vous voulez, pour des histoires finalement de socialisation, pour notre entrée en société et pour pouvoir faire société. Ok, ça c'est une chose. Tout ça toujours encore, l'idée du fragment, ok, l'idée de la colonisation du langage, et cette idée, cette hypothèse développée par Carlo Ginzburg, le fait qu'il y ait une origine, en fait, à la naissance du langage, et une origine qui se réfère effectivement, à l'analyse d'objets séparés. Donc, quand je vous parlais de fragmentation, de segmentation, finalement, Carlo Ginzburg, dans son hypothèse, au sein de son hypothèse, d'ailleurs une hypothèse fulgurante, c'est un paragraphe que je vais vous lire, nous dit, que nous avons procédé de la manière suivante, c'est-à-dire que nous avons soustrait du réel des éléments, ou nous avons soustrait des éléments du réel, en fait. Alors, cette soustraction des éléments du réel, ou d'un élément du réel, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'avec le langage, on peut finalement fabriquer une copie. Par exemple, si je vous parle d'une pomme, je vous dis le mot pomme,
eh bien vous vous imaginez une pomme en tête, alors quelle qu'elle soit rouge, qu'elle soit jaune, qu'elle soit verte. En tout cas, il y a un terme générique pour définir un objet, l'objet pomme. Et cet objet, pourtant je n'ai pas cette pomme dans la main, vous voyez. Et pourtant, c'est une copie en fait, d'une production du réel. Donc, vous voyez, c'est l'idée que finalement, avec des signes, des traces et des indices, il y aurait eu progressivement une formation du langage, une formation finalement sous la forme d'objets et sous la forme de copies, et qui ne sont autres que des concepts de représentation finalement, mais qui par la suite sont transmis. Et ça dans le cadre effectivement de la chasse. Alors, je vais vous lire le petit texte de Carlo Ginzburg pour le coup, pour comprendre en fait cette hypothèse. Alors évidemment, ce n'est qu'une hypothèse, puisque Carlo Ginzburg, n'a pas de document, et personne sur Terre n'a de document pour attester d'une naissance du langage de telle ou de telle manière. Toutefois, son hypothèse est vraiment intéressante. Donc, je vais vous la lire. Je vais mettre le code. Pim. Voilà. Alors, tiré de l'article Signe, trace, piste, un paradigme indiciaire de Carlo Ginzburg. Pendant des millénaires, l'homme a été un chasseur. Au cours de ses innombrables chasses, il a appris à reconstituer les formes et les déplacements de proies invisibles à partir d'empreintes laissées dans la boue, de branches cassées, d'excréments, de touffes de poils, de plumes arrachées, d'odeurs confinées. Il a appris à sentir, à enregistrer, à interpréter et à classer des traces infinitésimales comme les filets de bave. Il a appris à effectuer des opérations mentales complexes avec une rapidité fulgurante dans l'épaisseur d'un fourré ou dans une clairière remplie d'embûches. Alors ce paragraphe est absolument extraordinaire pour moi, et pour d'autres d'ailleurs, puisque finalement, Carlo Ginzburg formule une hypothèse, c'est très clair, concernant ce qui pourrait être les prémices, à travers une pratique, pratique de la chasse, mais les prémices de la naissance du langage, au sens où ces indices, ces traces, ces signes, le chasseur va les isoler, en fait. Il va, comme le dit Carlo Ginzburg, les classer. Et ensuite, que va-t-il faire ? Il va les communiquer, il va les transmettre aux générations suivantes. Et donc, il va falloir qu'il trouve un moyen de les transmettre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la naissance du langage est en relation avec un besoin nourricier, et donc en relation avec la survie, tout simplement, la survie de l'espèce, en relation avec la chasse, en fait, avec la nourriture. Et donc, ce qui veut dire que le langage, c'est une extension, finalement, du besoin nourricier. Une extension qui va permettre, effectivement, à notre espèce de se développer le ventre plein. Donc, de ne pas disparaître. Et c'est ici cette hypothèse qui est très intéressante, c'est-à-dire que finalement, le langage n'est pas né de nulle part, il est né d'un besoin, le besoin de transmettre finalement, on pourrait appeler ça comme ça, des techniques de chasse, des techniques de capture, pour pouvoir finalement mieux se nourrir. Et finalement, se termine cette histoire par la saisie, toujours cette idée de saisie d'éléments du réel, cette saisie qui se produit, se fabrique sous la forme de concepts et de représentations, et qui produisent finalement maintenant pour nous des réalités, ce qu'on appelle des réalités humaines, mais qui ne sont pas le réel. Je rappelle que le réel et les réalités, ce n'est pas la même chose. Justement, les réalités,
où la réalité, c'est une représentation du réel. Le réel fait bloc, en fait. Mais les réalités, le fait que nous ayons classé, segmenté, encore aujourd'hui on peut le dire comme ça, indexé, séparé, divisé, tout ça, et donc isolé des objets sous la forme de représentation et de concepts, bien finalement on peut, à partir de là, produire des récits d'une part, mais à partir de ces récits, inventer inventer de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques en fait. Ça passe par une espèce de dialectique entre une pratique, on va dire manuelle, qui se référerait aux inventions techniques, à l'environnement technique, et une pratique finalement qu'on appelle tout simplement intellectuelle. Les deux sont liés en fait. Alors ici, effectivement, sur ma petite grille de lecture, il y a cette idée aussi, il y a un processus encore pour nous, qui est toujours valable en fait. Ce processus concerne la visée, le choix, la sélection. Donc, toujours cette idée d'isoler un objet dans l'espace. On reprend l'idée du chasseur, il y a une forêt luxuriante, et ce chasseur voit un lapin. Automatiquement, il va y avoir une visée. Et cette visée où il voit des traces, des indices qui concernent une proie, qui serait un lapin. Donc il va isoler ces indices, automatiquement. Il va sélectionner pour pouvoir suivre finalement un chemin qui va le conduire à sa proie. Okay. Donc viser, choisir, sélectionner. Et ensuite, effectivement, il y a la capture. Il y a la capture, il y a la saisie, on va appréhender la proie, ou l'objet d'ailleurs aujourd'hui pour nous. Nous allons appréhender un paquet de saucisses dans un supermarché finalement. Et c'est le même processus. On vise, on sélectionne, on choisit le paquet de saucisses, on le capture. Et puis qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'assimiler. Alors le chasseur va l'assimiler au seuil de sa grotte. Mais nous allons l'assimiler, évidemment, dans notre petite cuisine, ou bien conserver ces saucisses, où le chasseur va conserver, exploiter les lapins qu'il aura, capturés. Et on va faire quoi ? On va construire des cages à lapins, et puis on va faire en sorte que les lapins se reproduisent. Exploitation. Donc, finalement, ce processus que nous décrit Carlo Ginzburg en un paragraphe, il est toujours actuel, en fait. Cette idée de viser, capturer, assimiler, finalement. Effectivement, là, il y a la conservation, là, il y a la prédation. Alors, là, ici, il y a la coopération. La coopération, dans quel sens ? Effectivement, les chasseurs, entre eux, vont coopérer pour être plus efficacement de bons prédateurs. Et c'est évident, en fait. Alors là, on peut se rappeler des battues durant la chasse. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux qui rabattent le gibier, et puis d'un autre côté, il y a les chasseurs. Donc il y a une coopération. Donc on retrouve aussi cette logique, coopération, prédation et effectivement conservation, se rapportant, pour le coup, au plus élémentaire, c'est-à-dire aux denrées alimentaires, c'est-à-dire ce qui concerne la survie. Donc ça, c'est une proposition intéressante de Carlo Ginzburg et qui, moi m'intéresse concernant ces basculements et le fait aussi que la segmentation va aussi être une forme de conditionnement et va aussi participer d'un programme en fait. Et c'est ça, nous sommes programmés finalement par le langage, originellement. Voilà, alors pour relier Carlo Ginzburg à Wilhelm Flusser et au dire de Wilhelm Flusser. Alors ici, effectivement, je devrais passer à Jean-Loïc Lequelec, mais je vais m'arrêter là. Parce que là, la séance va être beaucoup trop longue. Et j'en ai déjà beaucoup trop dit. Et on reprendra, bien sûr,
sur justement encore cette idée de programme. Ok, je vous remercie, à la prochaine fois.